Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une vidéo de nutrition et diététique. Alors aujourd'hui, on va parler des actions nutritionnelles et diététiques. Donc le but, ça va être de revenir sur comment décider quelle action nutritionnelle et diététique on va bien pouvoir faire avec un bénéficiaire de soins et comment on va décider de son contenu. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'une action nutritionnelle et diététique se fera toujours suite à une observation globale du bénéficiaire de soins. On va donc d'abord regarder dans la globalité, enfin, on n'arrive jamais à la globalité parfaite, mais on va regarder en tout cas le bénéficiaire de soins sous différents angles de vue avant de décider ce qu'on pourrait bien lui proposer. Une erreur de débutant, c'est de se limiter uniquement à l'aspect pathologie et de donner des régimes type tout fait. Après, l'action nutritionnelle et diététique, elle doit répondre aussi à une problématique observée. Ça doit donc être une solution sur mesure. Si on sait que classiquement, telle classe de bénéficiaires de soins peut avoir tel problème, il faut d'abord vérifier que cette problématique-là, elle est bien présente chez le bénéficiaire de soins en question. Donc, par exemple, on peut imaginer tout simplement qu'avec l'âge, généralement, l'état dentaire est de moins en moins bon, et donc que chez les seniors, on trouve des mauvaises dents. Maintenant, ça vaut la peine, avant de proposer un régime moulu, de vérifier que le senior a effectivement bien des mauvaises dents. On peut trouver des personnes qui, même au-delà d'un certain âge, auront des dents correctes ou auront une prothèse dentaire qui leur permettra de manger correctement. En troisième lieu, il faut savoir que l'action, elle peut être préventive ou curative. Donc, on n'est pas obligé d'avoir une problématique pour proposer une action. Enfin, en tout cas, pas une problématique qui est déjà présente. Donc, on peut observer quelque chose qui va devenir problématique par la suite et proposer une action à ce niveau-là, comme on peut observer un problème déjà présent et agir dessus. Là aussi, par exemple, vous pouvez avoir une personne âgée qui a des difficultés à faire ses courses, mais elle arrive toujours à faire ses courses. La solution, là, sera plutôt de lui proposer une aide au moment des courses. On sait que en lui proposant ça, on va l'entraîner à continuer à avoir une certaine activité physique et qu'il y a beaucoup de chances du coup que son autonomie diminue plus doucement que si on lui avait proposé comme action de faire ses courses à sa place directement. Alors je voulais vous rappeler un peu de manière rapide ce qui était vraiment l'observation globale du bénéficiaire de soins. Donc c'est partir du fait que quand on va choisir ce qu'on va manger, on ne le choisit pas en tout cas uniquement en fonction de sa pathologie, comme on a parfois tendance à le croire quand on parle de nutrition et diététique. Quand on choisit ce qu'on va manger, on prend toute une série de critères en compte, comme le nombre de personnes qui partageront le repas, l'équipement de la cuisine. Si on a une cuisine super équipée, on cuisinera pas forcément la même chose que si on a juste une table de cuisson à disponibilité. On va prendre en compte aussi ses goûts, sa culture, ses croyances, le fait d'avoir un budget alimentaire qui est peut-être haut, bas, moyen, etc. On va prendre tout ça en compte. Et pour que vous puissiez connaître tous ces critères-là, la meilleure chose à faire, c'est de pouvoir observer et dialoguer avec votre bénéficiaire de soins lui-même. Après, pour pouvoir observer et dialoguer, on ne se sert pas uniquement du langage oral, donc c'est aussi vraiment important de vous servir de vos yeux et de prendre en compte tout ce qui est langage non verbal et pas uniquement les mots. Si ce dialogue, cette observation est insuffisante ou impossible, on peut aussi passer par la famille et passer par le dossier médical. Même d'ailleurs en cas où vous pouvez dialoguer facilement avec le bénéficiaire de soins, parfois demander une vision extérieure comme la vision de la famille ou la vision du dossier médical global, c'est avoir une vision supplémentaire et c'est toujours intéressant d'avoir une vision supplémentaire. Et donc ici, c'est de nouveau une illustration pour vraiment vous montrer qu'on part toujours d'une observation. Donc on regarde le bénéficiaire de soins, on regarde sa maladie, on regarde ses infirmités, on regarde ses croyances, etc. Et après seulement, on décide de lui proposer quelque chose.
Et cette chose qu'on va lui proposer, ce conseil alimentaire, ce menu ou que sais-je encore, ça sera toujours basé sur ce qu'on a observé, mais en plus, ça sera également basé sur la théorie, peut-être sur la prescription du médecin, sur aussi les envies du bénéficiaire de soins. Enfin, ça sera basé sur énormément de choses, à la fois ce qu'on a observé, mais aussi ce qu'on a déjà normalement dans notre cerveau. Et donc, en fait, si on regarde les actions nutritionnelles et diététiques, on pourrait les classer en 3 catégories. Mais pour commencer, on peut déjà les classer en 2 catégories. Donc, d'un côté, on aura la catégorie curative. Ça veut dire que l'action nutritionnelle et diététique sera destinée à soigner une maladie. Et de l'autre côté, on aura une action préventive qui sera, elle, destinée à éviter de tomber malade. Donc, par exemple, si on prend un exemple, on peut, au niveau du diabète, on a des conseils qui sont de manger un index glycémique pas trop élevé pour essayer de maintenir une glycémie stable. Ça sera le curatif de la maladie qui est le diabète. Et au niveau du préventif, on va essayer d'avoir une alimentation saine, variée, équilibrée pour éviter de devenir diabétique de type 2. Par contre, si on est dans le préventif, là, on va pouvoir prévenir plusieurs choses. Donc, soit on prévient la maladie, donc on mange de manière saine, variée et équilibrée, et surtout on mange pas trop pour éviter d'être en surpoids, et là on va pouvoir éviter l'apparition du diabète. Par contre, une fois que le diabète est là, déjà même avant, c'est intéressant, mais encore plus une fois que le diabète est là, on sait qu'une des complications du diabète se trouve au niveau cardiovasculaire et donc on va prévenir les complications du diabète en ayant une alimentation riche en fruits et légumes pour avoir beaucoup d'antioxydants qui, eux, permettent de diminuer le risque d'avoir une maladie cardiovasculaire. Alors au niveau des étapes en ce qui concerne donc les actions nutritionnelles et diététiques, on peut en distinguer deux. Donc on a d'abord une période où on réfléchit à ce qu'on va faire, donc toujours cette observation, et puis on met l'observation avec la théorie diététique, avec tout ce qui gravite autour. Et une fois qu'on a déterminé cette action nutritionnelle et diététique, il y aura une seconde étape qui sera de la transmettre au bénéficiaire de soins. Donc finalement, communiquer avec lui le résultat final. Quand on est dans l'étape de la réflexion, donc la première étape, on est déjà avec le bénéficiaire de soins. Donc une erreur qu'on pourrait facilement commettre, c'est de penser qu'on réfléchit tout seul en tant que soignant et après seulement on arrive près du bénéficiaire de soins, mais pas du tout. Au moment où on est dans la réflexion pour créer l'action nutritionnelle et diététique, on dialogue bien sûr avec le bénéficiaire de soins, on négocie, on fait des compromis, et puis à un moment donné, on va lui transmettre et un peu conclure. Donc la transmission de l'action nutritionnelle et diététique, c'est aussi une conclusion. Quand on a eu une très longue discussion, ça vaut la peine de conclure et de vraiment dire, voilà, on a décidé de faire ça et on va le faire de telle manière. Et donc maintenant, on va détailler un peu plus longuement sur comment on peut réfléchir à l'action. Et donc, quand on réfléchit sur une action, on va d'abord commencer par observer et on peut distinguer 4 axes d'observation. Le premier axe, ce seront les comportements alimentaires problématiques. Et là, par exemple, on pourrait avoir quelqu'un qui ne prend pas de petit déjeuner et qui, en plus, grignote entre les repas. En second axe d'observation, on aura les goûts, envies et croyances alimentaires. Et là, on pourrait observer, par exemple, que la personne n'aime pas les légumes. Au niveau du troisième axe d'observation, donc on regardera les infirmités et on pourrait avoir, par exemple, une personne qui tremble. Et le quatrième axe d'observation, ce seront les pathologies. Et là, on pourrait avoir, par exemple, une personne qui souffre d'intolérance au lactose. Alors au niveau du premier axe d'observation, donc qui étaient les comportements alimentaires problématiques, on va être dans une prévention des problèmes qui pourraient être induits par une alimentation qui serait soit déséquilibrée
et ou insuffisamment variés. Et donc pour revenir sur l'exemple dont j'avais parlé tout à l'heure, par exemple une personne qui ne prend pas de petit déjeuner et qui grignote entre les repas, ben, on va principalement avoir un risque de prise de poids et d'obésité. Donc on va en essayant d'agir sur les comportements alimentaires problématiques, on va être dans une prévention de l'obésité. En ce qui concerne le deuxième axe d'observation, donc les goûts, envies et croyances alimentaires, c'est vraiment indispensable de les prendre en compte, surtout les croyances alimentaires. Les croyances, elles sont tellement ancrées que si on rédige un conseil alimentaire qui ne les prend pas en compte, ben, on s'expose au fait que le conseil il sera de toute façon pas suivi, il sera rejeté en bloc et peut-être même la personne qui l'aura rédigé sera rejetée parce que la croyance est tellement forte qu'elle provoque un rejet de tout ce qui ne la respecte pas. Par contre, au niveau des goûts et envies, ben, c'est effectivement très intéressant de les prendre en compte. Si on peut les prendre en compte, c'est toujours plus plaisant. Si vous cuisinez pour quelqu'un et que vous faites attention à ses goûts, à ses envies, ben, il sera content, il aura envie de manger ce qu'on lui a préparé. Après, c'est beaucoup moins indispensable que les croyances. Donc, on peut manger certains jours sans respecter ses goûts et ses envies. On mangera plutôt pour apaiser notre faim, mais sans avoir trop de plaisir, bien qu'on aura tout de même le plaisir d'apaiser notre faim. Par contre, ben, on sera capable de ne pas les avoir pris en compte. Mais les croyances, elles sont tellement ancrées qu'il faut absolument les prendre en compte. Pour ce qui est des infirmités, là, il sera généralement indispensable d'en tenir compte. Après, une fois qu'on les a relevées, on pourrait dire deux grandes possibilités. La première, ça sera d'adapter l'alimentation. Donc, par exemple, on avait parlé du tremblement. Si la personne tremble, on peut adapter l'alimentation en lui proposant des aliments qui sont mangeables avec les doigts. Mais on peut également prévoir une aide matérielle ou humaine. Donc une personne qui tremble mais qui aurait envie et là où on tiendrait compte de ses envies, qui aurait envie de potage, on peut lui proposer soit de l'aider à le boire avec une cuillère, soit lui proposer un bec de canard pour qu'elle puisse avoir une aide matérielle et donc boire son potage. Pour ce qui est des pathologies, ben, c'est effectivement important d'en tenir compte. Maintenant, l'une des erreurs courantes qu'on fait l'erreur de débutant, c'est de tenir compte que des pathologies et donc d'utiliser des régimes types avec ce qu'on peut et ce qu'on ne devrait pas manger quand on a telle pathologie. Après, il ne faut pas en arriver à l'autre extrême non plus de se dire ben, finalement les pathologies, j'en tiens plus compte. Donc elles sont importantes. S'il y a une prescription d'un régime particulier, il faut le respecter, mais effectivement, il ne faut pas que s'intéresser à ce régime. Du coup, on en arrive à la partie où on a bien réfléchi sur l'action et donc maintenant on va passer à communiquer l'action, donc la transmettre. Pour ça, on devrait respecter 4 règles. La première, ça sera d'être clair. La seconde, d'être positif. La troisième, de faire simple. Et la quatrième, de s'adresser à la personne. Pour être clair, on va utiliser un vocabulaire adapté. Donc c'est vrai qu'il y a un vocabulaire spécifique à la diététique, mais quand on parle avec un bénéficiaire de soins, on va au maximum utiliser des mots qui comprend. Donc on lui dira pas de manger des féculents, ni surtout pas de manger de l'amidon, on lui dira plutôt de manger des pâtes, du riz, des pommes de terre. Donc des mots que presque tout le monde comprend. On va aussi être concret. Donc on évitera par exemple le fait de dire manger beaucoup de pâtes, on lui dira directement combien de grammes ou en tout cas quelle proportion dans l'assiette, donc dire de manger un quart, un demi, enfin un quart ou une demi partie de l'assiette. Et enfin, on va aussi conclure. Donc, il faut savoir que si on parle longuement avec une personne où on prend le temps de bien la comprendre, de bien l'écouter et où on est beaucoup dans la négociation, si on ne conclut pas, ben, on risque finalement de ne pas savoir ce qu'on a décidé. Donc, on prendra toujours le temps de conclure ce qu'on a décidé de faire. Pour être positif, on va vraiment être dans une dynamique où on va conseiller plutôt que priver ou déconseiller. Donc ça veut dire qu'on dira à la personne ce qu'elle devrait manger
on lui proposera des choses qu'elle peut manger plutôt que de lui dire vous pouvez pas manger ça, ça, ça et ça. Et enfin, on va aussi la valoriser. Si on prend le temps d'écouter ce qu'elle fait déjà, ce qu'elle mange déjà, on va certainement trouver des choses qui sont déjà très bien et les relever et féliciter la personne, ça la met aussi dans une dynamique où elle sera contente et elle aura envie de nous écouter. Et enfin, pour faire simple, là, on sera vraiment au moment de la conclusion, donc au moment où on va décider ce qu'on va finalement faire, c'est de ne choisir que 2 à 3 changements à faire à la fois. Si on commence à dire à une personne qu'elle doit changer 5 choses, 10 choses ou qu'elle doit radicalement changer son mode de vie, ça va forcément être trop compliqué pour elle et on va s'exposer à un refus. Faire simple, ça veut dire proposer 1, 2, vraiment grand maximum 3 changements. Et bien évidemment, chose aussi importante, c'est de s'adresser à la personne, donc en lui disant tu, en lui disant vous, et certainement pas en utilisant la troisième personne du singulier. Après, c'est quelque chose, je pense, que beaucoup font quand on est à l'oral. À l'écrit, c'est parfois beaucoup plus difficile de s'adresser directement à une personne.